Bonsoir tout le monde, re-bienvenue à cette émission de Sur la route de l'horreur, la quatrième émission les boys qu'on fait. C'est super le fun, c'est comme un mois de diffusion en fait. Puis non, non, je suis comme content. Puis cette semaine, salut les gars, mais ça commence mal hein, déjà, le mec il bafouille. Hein, Merci de l'avoir spécifié, Zombler. Voilà. Donc, cette semaine, qu'est-ce que j'allais dire? Cette semaine, on reçoit Maurice Devreau qui a réalisé le film End of the Line, qui pour moi est le meilleur, à mon humble avis, le meilleur film d'horreur québécois qui a été fait. J'adore End of the Line. Donc, on va recevoir Maurice, mais avant, on va faire un petit tour de table horrifique pour savoir qu'est-ce que vous avez fait les boys dans la dernière semaine. Avez-vous un sujet qui vous a frappé dans le milieu de l'horreur en particulier? Salut Alzamblar. Salut les zombies. Comment ça va aujourd'hui? Bien? Ok, c'est bon. Alors, moi, je veux juste dire, si on se rappelle de ce qu'on avait vu dans les anciennes émissions, Monsieur Martin ici présent, qui a été très gentil avec moi, le fameux cadeau, Martin, regarde sous ton siège. C'est pour toi. Oh my God! Ah! C'est ça, lui, il a le droit à 4 bières. Nous autres, juste... C'est comme ma bière favorite en plus. Tu vois? Merci, Zombler. Oui, c'est le temps d'ouvrir notre bière les bières philosophales qui sont nos partenaires, en fait. Puis cette semaine, je vais boire ma bière dans ma tasse de Horreur Québec. Donc, voilà. Écoute, Martin, si tu veux commencer durant que je me sers ma bière, que tu puisses nous dire comment a été ta semaine. Écoutez, les gars, j'ai eu la chance de parler avec une légende dans le domaine du monde du So Bad It's Good, c'est-à-dire les films tellement méchants que c'en est drôle. Et comme vous savez peut-être, moi et Steve, on est en train de travailler présentement sur un documentaire sur les So Bad It's Good. Et je suis devenu ami avec des gens qui sont responsables d'une page Facebook qui s'appelle justement So Bad It's Good. Et ces amis-là m'ont demandé de faire un podcast avec eux, qui a été filmé aussi avec Greg Sestero. Je vous le jure, c'était merveilleux comme rencontre. J'ai adoré discuter avec lui. C'est un homme qui est généreux et qui donne beaucoup de son temps, de ses histoires. Il aime partager et tout. Et si jamais vous voulez aller voir ça, allez vous abonner à la page de So Bad It's Good. Allez écouter ça. Moi, c'est certain que je vais le partager si jamais vous voulez venir voir mon profil ou peut-être même sur la route de l'horreur. On va le partager. Ça a été une super belle expérience. Cool. Moi, je me suis acheté ce livre. Je vais montrer ici. Les enfants perdus, Lucas Jalbert, de la série Frisson. Quand j'étais jeune, j'étais un fou fini des livres Frisson. Puis je suis pas un grand lecteur. Je commence à lire un livre habituellement, puis je le lâche après quelques temps. Puis je sais pas pourquoi. Je suis plus stimulé par regarder un film que lire. Mais je me suis senti comme obligé de l'acheter parce que je connais bien Lucas. Puis je me donne comme défi de lire le livre avant la semaine prochaine pour lire le livre parce que c'est... Mais alors, toi aussi, tu sais lire? Ben oui, je sais lire. Fait que c'est ça, non, écoute, je trouve ça super le fun que la série Frisson, qui était super intéressante puis populaire quand on était jeune, recommence. Ouais. Là, faire un petit team-up avec les enfants perdus. Est-ce que c'est un petit peu comme, ça touche un petit peu le même âge que celui des Contes de la nuit qu'on avait? Oh boy, c'est une bonne question, mais je sais que les enfants perdus, c'est vraiment, ça se passe comme dans un village, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre avec des enfants, puis il y a même une web série qui est disponible, fait qu'on mettra des liens sur dans la playlist de la page YouTube que vous alliez voir ça. Donc voilà, moi c'est les enfants perdus et maintenant Jasmin. Excellent. Écoutez les boys, la semaine passée avec Maude, Maude a parlé du film Slacks, un film québécois. Et durant le temps qu'elle parlait, j'ai rentré et je suis venu pour dire que le film était disponible depuis le 18 mars sur Shudder. Et je m'en excuse, ce n'est pas le cas. En fait, oui, il est disponible sur Shudder depuis le 18 mars, mais malheureusement, il est disponible partout sauf au Canada.
Alors, j'ai écouté, en fait, il est disponible depuis le 23 en VOD, en vidéo sur demande. Alors, hier, j'ai eu la chance de le regarder. Je l'ai loué. Et à ma grande surprise, c'était un très bon film. Un film qui a passé à Fantasia l'année passée. C'est ça, tu l'as pas regardé à Fantasia, on te Non, c'est ça. Malheureusement, je l'ai manqué à Fantasia l'année passée quand il est passé. C'est un des films qui m'intéressait beaucoup. Malheureusement, la journée qu'il jouait, là, j'ai eu un empêchement. Je pense que j'ai dû monter à Gatineau avec ma copine. Alors hier, on s'est claqué ça. Un film d'environ 1h15. C'est vraiment pas long, mais c'est court et efficace. C'est super bon. Le gore, il est bon. Tu sais, ça raconte l'histoire d'une paire de jeans. La bière est bonne aussi, la bière est bonne. La bière est excellente, effectivement. Ça raconte l'histoire d'une paire de jeans qui tue du monde. Je veux dire, évidemment, il y a un petit peu plus derrière ça. Mais, tu sais, je veux dire, en gros, un film sur une paire de jeans qui prennent vie et qui tuent, je veux dire, quoi demander mieux? On a des films sur des sofas qui tuent, on a des films sur des pneus qui tuent. Pourquoi pas une paire de jeans? Alors, derrière est-ce que tu dirais que c'est comme un petit peu une parodie de Sisterhood of the Traveling Pants? J'ai jamais vu Sisterhood of the Traveling Pants, alors je ne pourrais pas te dire. Mélanger tout ça, on a une critique sociale sur tout le côté matérialiste de la société en général. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a vraiment... tu vois que c'est un film qui a du cœur, qui a été fait avec passion, puis je veux dire, je vous le recommande fortement. Si vous avez la chance d'aller louer ça, là, le film a été fait par Elsa Keffer. Alors... Oh, j'ai cru que tu allais dire Elsa Blanc. Je vais juste devoir convaincre ma femme de le regarder parce que quand je lui dis ça te tente-tu d'écouter un film d'horreur avec des culottes qui tuent, elle me regarde comme pas sûr. Si tu dis que c'est des petites culottes qui tuent, elle va dire oui. mais effectivement, moi je l'avais vu à Fantasia, puis non, c'était vraiment bien. C'est le fun d'avoir un film québécois qui voyage, puis qui se retrouve sur Shudder, pas au Canada, heureusement, mais sur Shudder partout. Fait que c'est le fun. Puis parlant de films d'horreur qui voyagent, puis de réalisateurs qui voyagent, puis qui est connu partout, c'est maintenant le temps de faire rentrer notre ami Maurice Devroux, mesdames, messieurs. Salut Maurice. Allô. Bonjour tout le monde. Hey, bienvenue Maurice. Salut. Comment ça va Maurice? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, toi puis moi. C'est vrai, hein? Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était durant un souper de Noël qu'on fait toutes les années au Bâton Rouge, au centre-ville de Montréal avec SV Bell, Danny Dagenet. Puis je pense que ça fait peut-être au moins 2 ans qu'on ne s'est pas croisés. Ouais. Je me demande ce qui s'est passé dans la dernière année qui a fait qu'on ne s'est pas vu. Je sais pas. Je pense qu'on est juste devenus plus intéressés à voir des gens. Écoute, Maurice, je disais, bon, ça fait une couple de fois qu'on s'est fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Moi, en fait, la première fois que je t'ai rencontré, puis je m'en rappelle, c'était à Vitesse Lumière. Ça fait vraiment longtemps. On s'était croisé à Vitesse Lumière, puis quand que je t'ai vu, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, c'est lui qui a réalisé le film Slasher, que j'ai ici. Le Slasher. Parce que moi, j'ai acheté ce film-là. J'avais pogné ça au métro vidéo à Laval. Je brasais dans les films d'horreur, puis je suis tombé là-dessus. T'as-tu la version censurée? Y a-tu un kaboom dessus? C'est écrit kaboom à quelque part dessus? Non, il n'y a pas de kaboom dessus. Moi, c'est marqué Bedford Entertainment, MTV Vidéo. Je suis vraiment déçu, Steve. Quand tu prends un film de ce genre-là, il faut que tu prennes le unrated. Non, mais ça, c'est le unrated. Ça, c'est le unrated. C'est qu'il y a une version canadienne qui a été complètement censurée. C'est épouvantable. On voit des extraits, justement. Mais non, mais j'avais vu Slasher, puis j'avais aucune idée que c'était fait par un Québécois, en fait. J'ai pris le film, je l'ai regardé, je commençais à le regarder, puis c'est quand j'ai lu en arrière, j'ai vu Maurice Devroux. Que j'ai fait comme, ouais, ça vient de Montréal, ça. Fait que c'était super le fun. Puis après, écoute, je me suis acheté ton autre film, Ladies of the Lake, parce que j'avais aimé le Slasher. Puis finalement, End of the Line, qui est, comme que je disais tantôt dans l'intro, qui est pour moi, écoute, je sais pas comment t'as fait pour faire ce film-là. Il est extraordinaire. Je pense que Martin, Jasp et Elsa Blanc l'ont écouté aujourd'hui parce qu'ils l'avaient tous jamais vu, je crois. Puis... Non, c'était vraiment excellent. Bravo. Wow.
J'ai comme plein de questions à te poser, mais je vais laisser Steve parler. Non, mais vas-y, Martin, pose tes questions. Vas-y, on est là pour ça. Ouais, non, Martin, stop, arrête, parce que moi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Alors, le film, ok, d'accord, c'est bon, c'est gore et tout. Bon, j'ai adoré, c'est vrai, mais quelle déception, parce que moi, ce que j'ai vu en détail, c'est que tu donnes l'épée de Conan le barbare à un méchant. Et là, je l'ai vu, j'ai la preuve, parce que moi, j'ai l'épée sur moi. Elle est là, ok? Ça, c'est l'épée de Conan le barbare, la même que tu essayes de reprendre dans ton film. Et là, tu tues tout un mythe de l'heroic fantasy. Ça fonctionne pas. On t'avait dit que Zomblard, il était détestable. Voilà. Coupable. Désolé, Zomblard. Mais pour revenir au début, là, peux-tu nous parler un peu de ton parcours un peu? Parce que, tu sais, comme les 3 films que je viens de montrer, distribués par le Fangoria Label, qui dans le temps, tout le monde était comme « Oh my God, le Fangoria Label ». Comment tu as commencé à faire des films, puis pourquoi l'horreur, etc.? Ben, je pense qu'on se ressemble tous, tout le monde qui est ici. Moi, dès que j'étais jeune, je tripais cinéma, plusieurs genres de cinéma, mais avec un penchant souvent pour l'horreur, qui avait un petit côté dans mon cœur. J'étais un grand fan de Carpenter, de Romero, d'ailleurs. Oh yeah! Moi, j'ai Total Crop aujourd'hui. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce T-shirt-là, je l'ai acheté à Pittsburgh pendant un festival Romero où j'ai même eu la chance de rencontrer sa veuve et de voir un film inédit de Romero qui s'appelait The Amusement Park. Ah, mais ça va sortir, ça. Oui. Où c'est sorti? Je l'ai vu juste avant COVID, au mois d'octobre. Ah ouais. Oh, c'est cool, ça. C'était bien cool. Rencontrer l'acteur, j'ai un blanc de mémoire pour son nom, mais l'acteur célèbre de Night of the Living Dead qui fait Johnny, là, tu sais, They're coming to get you, Barbara. Il était là aussi, puis Russell Striner, je pense, c'est ça, en tout cas. Ouais. Mais, désolé de l'erreur, mais c'est ça. Donc, oui, grand fan d'horreur et dans un sens, pour être quelqu'un qui grandit au Québec, c'est un peu malheureux. Ah oui, my God, oui. Cet amour de l'horreur a fait que dès que je suis arrivé au cégep, ben moi, je voulais faire des films d'horreur, puis j'ai commencé à faire un long-métrage à 18 ans, film d'horreur, etc. Et c'est sûr que, vous le savez tous, au Québec, pour plusieurs raisons, le cinéma d'horreur n'a jamais été bien vu. Il y a un petit peu de snobisme et de... Un petit peu. Oui, ben... Comme beaucoup. Ben, c'est ça. Donc, c'est clair que avoir voulu faire des films plus des drames sociaux ou quelque chose qui cadrait mieux avec la Sodec ou Téléfilm, j'aurais probablement eu une plus grande carrière locale ici et peut-être un peu plus remplie, si on veut, mais bon. Hein, un film d'amour dans le métro. C'est comme la sexualité, on ne choisit pas ce qu'on est. Là. Voilà. Non, mais c'est vrai, pour revenir à ce que tu disais, ça me fait un petit peu chier parce que on est une gang, nous autres, de cinéastes qui essaient de travailler sur des films d'horreur, puis on n'est jamais capable... Hey, toi, va te coucher. On essaie de travailler, tu sais, puis de faire des films d'horreur, mais on peut pas avoir du financement, justement, comme tu dis, parce qu'on se fait snobber par Téléfilm, par la Sodec, on se fait, tu sais, snobber par tout le monde qui travaille dans le domaine au Québec pour le financement, puis ça empêche de voir, justement, des bijoux comme toi t'as fait avec End of the Line, ce qui m'amène à cette question-là. Toi, là, pour réussir là, à faire End of the Line, là, je sais que ton film il a probablement coûté alentour de 500 000 $, si je ne me trompe pas. Comment tu as fait pour financer tout ça? C'est sûr que j'ai pris le chemin, malheureusement, le moins de fun, si on veut, qui est de travailler, puis mettre tout mon argent... dans mes projets, puis c'est pas à conseiller parce que c'est ça. Mais, que veux-tu? On le sait tous, de vouloir attendre de trouver du financement, des fois, t'attends. C'est terrible.
Oui. C'est ça. Donc, puis je sais que Steve et sûrement toi aussi, Martin, puis ça, et vous avez tout aussi financé vos propres films, vos documentaires, vos ça. C'est comme si vous attendiez d'avoir de l'argent des investisseurs, le gouvernement, ben il n'y aurait rien qui se ferait. Absolument. Ça, c'est un choix, mais bon, c'est pas un choix facile. J'ai fait la quête hier dans la rue, tu crois que ça suffit? Ça dépend. Si tu étais nu, ça n'a pas dû suffire, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est long, tu sais, puis c'est une des raisons, on en parle souvent quand on parle tu parlais de nos projets. Quand on a fait, Martin puis moi, Hell to the Delights, le documentaire sur Evil Dead, ça a pris 7 ans parce que Ben oui. mais tu n'as pas le financement pour pouvoir te payer un coloriste, un sound mixer, des caméramans puis tout. Fait que c'est tout le temps, OK, on s'en va à une convention en fin de semaine pour la fin de semaine ou dans 2 fins de semaine pour filmer telle personne. Qui c'est qui est dispo? Fait que là, des fois, c'est Danny, des fois, c'est Guillaume, des fois, c'est Victor, des fois, c'est Jonathan. Fait que tu finis par faire ça. Mais écoute, c'est une passion qu'on veut faire. C'est ça que tu dis, Steve, c'est une passion. Puis, tu sais, il doit y avoir aussi un sentiment d'accomplissement quand tu réussis en même temps à accomplir un film comme le documentaire de Hell ou End of the Line, dans ce cas-ci, avec ta propre argent, avec l'argent que toi, tu as travaillé si fort à mettre de côté pendant X nombre de temps, puis au final, tu vois ton projet, tu vois ton bébé naître, puis tu dois te dire « Wow, j'ai fait ça de peine et misère, mais au final, c'est ce que ça donne. » Oui, sauf que c'est sûr que, tu sais, quand on entend parler de réalisateurs de gros films hollywoodiens qui parlent que on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup d'argent, puis ils se plaignent, tu sais, pour des gens comme nous qui ont mis en plus notre propre argent, on a toujours un peu un sourire en coin. Je dis, hey, moi, là, si j'avais même juste pas à payer, juste pas être payé, mais juste être à zéro, ça serait déjà beau. Ça serait un stress de moins. Là, c'est déjà parce que bien sûr, tous les autres stress d'un plateau de tournage sont là, mais d'avoir celui-là en plus, c'est sûr que ça rend la job encore plus tough. Là, ça m'amène à te demander, par exemple, est-ce que tu as réussi quand même à refaire ton argent? Non, malheureusement, puis ça, je pense que vous le savez aussi jusqu'à un certain point parce que vos films ont été un peu distribués. Le monde de la distribution du cinéma a toujours été un peu, comment on pourrait dire, véreux, un peu escroc, mais ça l'a empiré avec l'ère digitale, avec bien sûr les torrents, la saturation du marché. Les downloads illégaux. En fait, c'est ça, c'est pour des films indépendants que là, tu te ramasses au American Film Market pour vendre, ben oui, j'ai vendu le film à plusieurs pays dans le monde, mais les montants étaient, puis ce qui est une anecdote qui est peut-être, on va essayer de se concentrer plus après sur les choses plus positives, mais quand j'ai vendu mon film au Japon, après que le deal était tout fait, tout était réglé, l'acheteur, il me disait, c'est incroyable, il dit, il y a 10 ans auparavant, on aurait payé 10 fois plus cher pour ton film. Wow. Il y a eu le culot pour de le même dire film. Le marché s'était tellement écroulé au niveau des... dès que tu vendais ton film à un pays, le lendemain, il y avait des torrents partout. Puis, tous les autres pays sont là, je vais faire moins de ventes parce que le monde peut le downloader. Puis, ça a beaucoup. Les gros films sont affectés par ça aussi, mais moins parce qu'il y avait les sorties en salle. Ils ont tout le muscle pour pouvoir être à toutes les grandes chaînes de télé et tout ça. Mais pour les petits films, c'est sûr que en même temps que, on pourrait dire que l'ère digitale a facilité la création de films, ça a rendu ça plus difficile de les monnayer parce que, justement, ils peuvent être copiés facilement. Puis, je me souviens à un moment donné sur YouTube, il y avait quelqu'un qui avait mis une copie de Slashers. Il y en avait une en français puis une en anglais, puis les deux avaient genre 200 000, 300 000 views. Je regardais ça, puis je disais, tabarouette, avoir eu 10 cents par view, 10 cents, ça aurait déjà été là, comme wow, tu sais. Parce que tu te dis, c'est pas parce qu'il n'y a pas des gens qui voulaient l'écouter, c'est juste que comment
comment se rendre à avoir quelques dollars du spectateur, ça, c'est un nouveau défi c'est un peu... c'est toute une chose. Ouais. C'est un peu le défi, un peu que des sites comme genre Tubi TV, etc. prennent, dans le fond, que tu mets ton film dessus, c'est complètement gratuitement, puis plus que les gens plus regardent le film, plus qu'à certains moments, ben, t'as des publicités, puis chaque fois que la publicité part, ben, ça va te donner un 10 ou 15 sous, quelque chose de même. Je dis des chiffres à peu près, mais c'est comme ça. Mais je me rappelle, quand que t'étais dans Under the Scares, mon premier documentaire, Ben oui, je me rappelle quand tu parlais de la distribution, l'exemple que tu donnais, tu disais, c'est comme un deal de drogue. Tu as ton film dans un main, dans une mallette, puis les autres, ils ont l'argent dans une mallette, puis là, tu l'échanges, puis tu as un gun pour essayer de pouvoir te donner le film, prendre l'argent, puis t'en aller à la course. Ben oui, ben oui. Ben, en fait, j'ai tellement rencontré de réalisateurs de films autoproduits. J'en ai rencontré beaucoup à Los Angeles quand j'allais au American Film Market, puis c'est triste. Combien de jeunes pleins de rêves qui ont mis tout leur argent, l'argent de leurs parents, etc., puis qu'ils se font voler après le film. Il n'y a jamais une scène qui leur revient. Tu sais. C'est ça. Ben non, c'est des choses qui arrivent, puis c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école de cinéma. Puis, non, puis c'est de valeur d'ailleurs. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose que tous les gens qui ont fait des films au Québec à travers Sodec Téléfilm ne connaissent absolument pas, parce que quand tu es produit par Sodec Téléfilm, tout le monde a son chèque, tout le monde est payé, il n'y en a pas de problème. C'est vraiment de quoi qui est particulier au Far West, si on veut, des productions indépendantes qui se retrouvent dans le bain des requins là, et tout ça. Mais c'est ça. Et si, admettons, tu avais des conseils à donner à nos cinéastes, là, les futurs cinéastes, qu'est-ce que tu leur dirais? Des conseils par rapport à par rapport à la production, ben, tu sais, aller chercher du financement. Moi, écoute, des conseils. C'est sûr que maintenant, il y a un nouvel élément qui est les Kickstarter, les Indiegogo et tout ça, qu'il n'y avait pas à l'époque. Puis, c'est sûr que c'est un peu en même temps, si tu n'es pas connu, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner de l'argent ou il y a toujours ce dilemme-là. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec ce concept-là, c'est le concept que des gens veulent que ça existe et vont payer. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Puis il y a quand même quelques films qui se sont faits de cette façon-là. Et il y a peut-être de quoi regarder là, mais en même temps, c'est sûr qu'il n'y a rien de facile. Puis de toute façon, c'est correct. Là, c'est normal qu'il y ait des défis et que ça soit difficile, mais comme conseil, mon Dieu, je dirais, si tu es au Québec, je dirais, fais pas de l'horreur, essaye d'écrire quelque chose que Téléfilm Sodec pourrait être beaucoup plus partant à aimer, là, que ce soit un film plus mainstream, artistique, un drame ou une comédie. Un drame social ou une grosse comédie. C'est sûr que si pour quelqu'un, il y a du talent dans ces choses-là, ben, casse-toi pas, rends-toi pas la vie plus difficile en disant « je vais faire un film d'horreur. » C'est comme, il y en a eu, là. Il y en a qui persistent et qui ont réussi, comme Robin Aubert, chapeau. Là, Ou même Patrick Sénécal avec la série qu'ils viennent de faire. Oui. En fait, c'est pas un film, c'est une série, mais au moins, ça touche vraiment à ça. Tout à fait. Puis, oui, il y a des percées ici et là, mais c'est certain pour, un conseil serait, ben écoute, j'espère que tu aimes autre chose que juste l'horreur, puis ça va peut-être t'aider pour... Ou une chose que j'ai appris avec Steve, c'est faire des documentaires comme ça, tu ne dépenseras pas trop d'argent là-dedans, tu vas peut-être faire ton argent. Ouais. Puis même là, c'est quand même, vous payez l'hôtel, vous vous déplacez, il y a des coûts tout le temps là, qui avec se ramassent, un peu... Peut-être qu'un film porn, ça marcherait mieux parfois. Mais t'as si longtemps que c'est pas avec toi, Zombler, moi je suis correct. Mais c'est drôle, on parle de ça, Maurice, puis j'ai comme un souvenir d'un festival que je pense c'était au Mascara and Popcorn Film Festival à Montréal, que à un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de faire un genre de panel sur le cinéma d'horreur au Québec.
Puis j'avais invité toi, SVBL, puis Christian Viel à venir parler de ça. Puis c'était super depressed parce que les trois vous dites à tout le monde, faites pas de film là, au Québec, vous allez perdre de l'argent au Québec. Puis j'étais comme, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, Mais en tout cas, c'était... c'est sûr que c'est ça, hein, c'est plate des fois que. Puis en même temps, des fois, tu peux pas. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose, il va pas écouter. Ouais. Puis, dans un sens, c'est tant mieux parce qu'il va peut-être créer quelque chose de vraiment cool. Puis, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver de ça. L'idée, c'est pas de ne rien faire. C'est juste de. C'est ça. C'est certain que. En même temps, ça dépend vraiment des circonstances et tout. Parce que paradoxalement, ben, c'est sûr qu'un film d'horreur a plus de chances de se promener qu'un film québécois, disons, parce que, Ouais, vraiment. oui, il y a certains films québécois qui vont se pas. rendre au Japon, mais ça va être surtout ceux qui ont vraiment la crème de la crème, qui ont gagné des prix ou quelque chose. Mais moi, mes films se sont promenés partout. Peut-être plus même que beaucoup de films québécois à gros budget. Là, je te laisserai pas finir là-dessus parce que c'est trop déprimant. Donc, Steve, il va te poser plein de questions. Go. Ben oui, en fait, je veux vraiment qu'on parle de ton prochain projet, mais avant, j'ai préparé une couple de petites questions en rafale. Puis là, ça, Okay. c'est un petit jeu. Je pose les questions, la première chose qui te vient en tête. Il y a 10 questions, puis on va voir comment tu vas t'en tirer. Alors, je commence. Ton réalisateur d'horreur préféré? Georges Romero. Le dernier film d'horreur que tu as vu? Sainte-Maude. Oh. Le meilleur décennie pour les films d'horreur? Le meilleur quoi? La meilleure décennie pour les films d'horreur. Décennie? 70, 80. Sur les années 70. 70. Je pensais que ça aurait dit 80. Pour ou contre le CGI? C'est un outil. Il faut savoir bien utiliser les outils. Des fois, le meilleur effet, ça peut être une combinaison de practical avec CGI. Et chaque plan, il y en a qui vont dire « Ah non, c'est mieux juste tout practical. » Mais non. L'idée, c'est il faut pour chaque plan déterminer qu'est-ce qui va donner le meilleur résultat pour être le plus hot possible. Et si c'est un CG, tu y vas CG. Si c'est un practical, tu y vas practical. Le premier Jurassic Park, étonnamment, il y a beaucoup d'effets qui marchent encore très, très bien parce qu'il y a un gros mélange de practical et il y a très peu de CG, mais le mélange se fait bien. Tandis que les films qui sont 100% CG, des fois, c'est comme il y en a qui ils passent moins bien, mais voilà. Donc, je ne suis pas anti-CG, mais c'est sûr que c'est plus facile de faire genre des spurts de sang CG parce que tu n'as pas besoin de nettoyer, tu n'as pas besoin de changer de costume. Ça paraît pas super bien. Ça coûte moins cher, mais c'est sûr que du concret a souvent beaucoup plus d'impact parce que les comédiens aussi réagissent à ce qui se passe. Genre, le meilleur exemple, c'est des guns qu'à place d'avoir des vrais, des balles avec des blancs, mais qui donnent une décharge, une vraie décharge, le comédien, souvent, va cligner des yeux, il va bouger. Puis ça, tu vas voir ceux qui font juste rajouter un CG. Ben, tu vois, ils font ça, puis tu sais qu'ils ne tirent pas parce qu'ils ne réagissent pas au coup de feu. Donc, ou tu diriges les acteurs mieux si tu es pour faire un CG, ou tu y vas avec un vrai gun à balles. C'est ça. Donc, il y a plein d'exemples comme ça que ça revient à comment utiliser les outils. Voilà. Longue réponse, hein? Je pense que tu fais un mot. Non, mais c'est bon, c'est intéressant. Pour des questions en rafale, c'est ça, c'est raté. Hein? C'est ça. OK, on continue. Freddy ou Jason? Freddy. Freddy. Film à gros budget ou film d'horreur indépendant que tu préfères? Indépendant. Ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite? Ben, je dirais, c'est certain que
Ah, c'est une dure question, ça. Peut-être que ça va être la prochaine. On va en parler. Quand j'aurai fini ma série de graphic novel de ma grosse projet de BD, ça va peut-être être ma plus belle réussite. Pour l'instant, c'est End of the Line, parce que c'est le dernier projet complètement fini. Là, ça. Voilà. Ton film d'horreur québécois préféré? Mon Dieu. Il faudrait pas. Ah, ben écoute, est-ce qu'on peut considérer Rage ou Frisson des films québécois parce qu'ils ont été tournés à Montréal? Les Cronenberg? Ah ben... Non! Elsa Blanc veut pas. Donc, il faut que ça soit en français? C'est notre invité qui a le droit de dire ce qu'il veut. Non, ça peut être en anglais. End of the Line En français. OK. Ben écoute, c'est parce que, tu vois, c'est ça qui est truqué parce que, tu sais, même si je disais comme Sur le Seuil ou 51-50, Rue des Ormes, il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est pas des films d'horreur, là, tu sais, même ceux qui travaillaient dessus, il y avait ce côté-là, que c'était pas des films d'horreur, blablabla. So, donc, ben, c'est ça. Qu'est-ce qui serait considéré un film d'horreur? Ça rend la question un peu plus difficile. OK, on passe d'abord, puis je vais te poser ma dernière question. Ouais, je sais que tu aimes beaucoup les chats. C'est quoi le chat le plus terrifiant au cinéma pour toi? Écoute, on a vu, tu parlais tantôt des So Bad It's Good. Cette année, moi aussi, j'étais dans un groupe du genre, mais oui, j'étais dedans aussi. C'est le Quarantine Movie Club. Puis on a vu cette année The Uninvited avec un chat tordant. Là, c'est vraiment drôle. Puis ce chat-là, il est pas terrifiant, mais c'est le chat de cinéma d'horreur le plus drôle. Mais il va falloir que je le regarde parce que j'ai jamais vu ce film-là. Il y a plein d'affaires que t'as pas vu, toi, Steve. Je dirais que il est peut-être pas dans le top 5 là, comme The Room que tu parlais, mais il est dans mon top 20 là, pour l'instant. Ça aussi, je comprends bien, t'aimes les So Bad It's Good. Oui, mais c'est sûr que quand tu es cinéphile, t'aimes les chefs-d'œuvre et t'aimes vraiment l'autre opposé complètement. C'est les films au milieu qui sont fades et sans intérêt que, non, on s'en fout. Mais c'est aussi dur de trouver un chef-d'œuvre que de trouver un So Bad It's Good, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont mauvais, mais ne sont pas assez mauvais pour être un classique qui te fait rire. Ils sont juste plates. Puis ça... tu sais, comme des grands navets qui te font bidonner sont aussi rares que les chefs-d'œuvre pour moi. Tu sais, des The Room, des Samurai Cop, il n'y en a pas des milliers là, qui sont comme OK, faut que tu vois ça. Là, c'est ça. Donc, voilà. Bon. Cool. Maurice, merci pour les questions en rafale, mais là, on va se pencher sur la vraie raison pourquoi tu es là. En fait, ton nouveau projet. Écoute, parle-nous de Clan of the Devil. En fait, Elsa Blanc, tu veux-tu montrer un petit extrait parce que ta bande-annonce est comme sortie sur YouTube. Donc, j'aimerais sûr qu'on regarde un petit extrait. James finally returns to his homeland. Soon he shall discover its hidden terror. Oh, c'est beau, mais... On t'a arrêté juste avant la tête coupée. Ben oui, mais moi les hommes blancs. Ouais, ben je vous ennuie tous. Moi, je veux surtout que Maurice nous en parle. Moi, je verrai ça un peu plus tard, quand j'aurai les explications de Maurice. Voilà. D'accord. Merci. En fait, ceux qui connaissent le cinéma d'horreur, ça, c'est ma bande dessinée est basée sur le personnage de Sonny Bean. C'est une histoire qui se passait au 16e siècle en Écosse. Et il y en a qui croient que c'est une légende, il y en a d'autres qui pensent c'est peut-être basé sur certains faits réels. Ça a inspiré beaucoup de films, dont The Hills Have Eyes de Wes Craven, qui a transposé l'intrigue à l'époque modernisée et aux États-Unis dans le désert du Nevada. Et
Et il y a eu aussi des romans comme de Jack Ketchum, Off-Season. Ça a inspiré beaucoup de... Il y en a qui disent même jusqu'à un certain point Texas Chainsaw, même si c'est plus Ed Gein. Il y en a qui pensent que... Ouais. Ben, en fait, tout ce qui implique des cannibales qui bouffent des gens reviennent toujours à être peut-être inspirés par la légende de Sonny Bean, qui était en fait une famille qui vivait dans une grotte et qui ont eu des générations d'enfants nés d'inceste et qui attaquaient des passants qui se promenaient sur la route et qui les attaquaient, les tuaient, les ramenaient à la grotte et les bouffaient. Et moi, j'avais vu Elsa Weiss, j'avais vu une couple des inspirations, mais je n'avais jamais lu l'histoire originale, qui est en fait très courte, elle est genre 6 pages. Et quand je l'ai lu en 2002, juste après avoir fait Slashers, ça m'avait vraiment inspiré, puis j'ai écrit un scénario à l'époque, et je voulais essayer d'en faire un film, mais c'était, même pour moi qui est très ambitieux dans mes films, même si je n'ai pas les moyens pour les faire, celui-là, il était vraiment trop gros, parce qu'on parle de films d'époque, et etc., etc., beaucoup de... Ça, je l'avais mis de côté, puis j'ai fait End of the Line, et... mais c'était toujours dans l'arrière de ma tête, et... après que j'ai fait End of the Line, j'avais écrit plusieurs scénarios, puis c'était malheureusement, les portes ne s'ouvraient pas pour pouvoir faire un nouveau long métrage. J'aurais beaucoup aimé. J'avais d'ailleurs écrit un film en français sur le bonhomme 7 heures. Et, ça allait bien, ça. Et oui, pour moi, c'était comme en anglais, on appelle ça un no-brainer. Là. C'était comme un titre parfait pour être un gros film d'horreur québécois. Là, tu sais. Et c'est ça, le film, j'avais écrit le scénario. À l'époque, le distributeur pour qui je faisais du travail pour eux de bande-annonce et de spots télé, à l'époque, il s'appelait Alliance. Là, maintenant, ça a été racheté et tout ça, mais à l'époque, c'était Alliance Viva Film. Il avait aimé ça et il l'avait montré à quelques producteurs à gauche, à droite, puis finalement, ça a tombé à l'eau. Puis, mais c'est ça. J'avais écrit quelques scénarios, puis à chaque fois, puis tu sais, tous ceux qui ont écrit des scénarios qui ne sont jamais devenus des films savent c'est très triste parce que un scénario, ce n'est pas une œuvre finie. Donc, tout le travail que tu mets dedans, si ça ne devient pas un film, c'est comme si ça n'existe pas. Et c'est là, après quelques années, après End of the Line, que je commençais à être un peu déprimé de ça. C'est là que j'ai pensé un peu à... Il y avait comme le film 30 Days of Night, le film de vampire. Qui est excellent, en fait. En fait, ce film-là, à la base, le gars qui avait écrit le scénario, il l'avait promené à Hollywood pendant des années. Tout le monde avait dit non, il n'y avait rien à faire. Il l'a transformé en BD. C'était un graphic novel. Puis dès que c'était sorti en graphic novel, les droits ont été achetés puis c'est devenu un film après 1 an. Puis ça a été quand même un bon succès. Ça me trottait dans la tête, puis je me disais, bon, j'ai pas les moyens financiers pour faire un film après End of the Line que je sentirais que j'avance, que ça va être un film plus gros, meilleur, et tout ça, mais je me disais, mais je peux peut-être faire une bonne BD, et je me suis lancé là-dedans, et ça fait 8 ans que je travaille là-dessus à temps plein. Et c'est ça. Finalement, l'histoire, c'est que ce qui est arrivé, c'est que de l'histoire de 6 pages originale, je me suis mis à faire beaucoup de recherches. Puis maintenant, grâce à Internet et tout ça, j'ai pu fouiller les archives d'universités en Écosse et en Angleterre. Et j'ai trouvé des trucs que personne n'a jamais... Stop. Tu peux pas nous raconter l'histoire. Sinon, non. Sinon, ça va être n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ok? Je te dis ça parce que maintenant, on passe à notre chronique du n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors. N'importe quoi dehors. N'importe quoi on the road of the terror. Wow.
Ouais, ça, c'est mon intro favorite pour l'émission. Mais Maurice, on va revenir à ton explication après, par exemple, parce que moi, je veux en savoir un peu plus. Mais oui, Martin, vas-y avec ton petit n'importe quoi de la semaine. Mon petit n'importe quoi de la semaine touche quelque chose qui nous emmerde depuis un hostie de temps dernièrement, c'est-à-dire 1 an, la freaking COVID qui nous empêche, oui, Zondar, hey, pour une fois que je suis d'accord avec toi, qui nous empêche de faire tout ce qui se rattache au cinéma d'horreur et même au domaine de l'horreur. Nous, on est habitués d'aller dans les conventions d'horreur, Maurice. En 1 an, on aurait probablement passé 4 conventions d'horreur, que ce soit Cinema Wasteland, ça aurait pu être Shockstock, ça aurait pu être Frightmare the Falls, Horror Hound, tu sais, on essaie de diversifier aussi en même temps. Mais depuis 1 an, là, on n'est pas capable de le faire, puis ça fait CHIER pas mal. Donc, on voit aussi en même temps qu'il y a un petit phénomène qui se passe, c'est que il y a les gens qui font partie des conventions d'horreur ont commencé à amener l'attraction à ses fans en utilisant le web. Et j'ai remarqué dernièrement là, que de plus en plus, surtout Wizard World a commencé à faire ça. On a partagé beaucoup de choses sur Wizard World qui te permet maintenant de... Martin, il vient de se rendre compte qu'il est dans un balado, dis donc. Tu réalises que dans Wizard World, ils ont commencé à faire des événements comme de groupe en plus sur certains films, tu sais, Nightmare on Elm Street, j'ai vu Friday the 13th, Sleepaway Camp, dans lequel les participants qui payent le montant nécessaire ont la chance de parler avec les personnes. Il y a des Q&A, tu peux obtenir aussi des autographes qui sont envoyés chez toi par courrier. Et il y a même des événements qui te permettent de parler en privé avec certaines stars. Je pense entre autres à Bruce Campbell qui faisait un 2 minutes avec ses fans, un à la fois. Et on pouvait enregistrer aussi l'événement, puis le poster comme tu voulais sur l'internet. Et c'est quand même plaisant, c'est quand même le fun de voir qu'on évolue quand même. Sauf que moi, personnellement, et je suis certain que c'est la même chose pour les autres, ça me manque d'aller dans les conventions, ça me manque de voir le monde, ça me manque d'avoir des choses devant moi pour les acheter, dealer avec les gens qui sont là, les grosses affaires pis tout. Puis je vois aussi en même temps que le cinéma d'horreur en mange un coup parce que tu étais supposé avoir le nouveau Halloween l'année passée, puis on n'a pas eu la chance de le voir à cause que, COVID. Donc, on repousse les films et on les remet à l'année d'après parce qu'on a besoin de faire de l'argent. Et c'est aussi la même chose pour les gens qui font du tournage. Je veux dire, moi et Steve, on fait des documentaires en ce moment, puis c'est facile. Parce que les documentaires, ça nécessite pas une organisation. Ben, tu sais, on se comprend. C'est pas comme tourner un film avec un scénario, une histoire, avec des acteurs et tout. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de demander aux participants d'enregistrer leur entrevue sur leur côté, tandis que dans un film qu'on monte... Vous faites rien, en fait. Ben oui, c'est ça. Tu sais, on fait quand même les contacts aux hommes d'or. So, tout ça pour dire que cette COVID de merde, je me retiens vraiment dans les mots là, parce que je me laisserais aller pas mal. Là. Ça met un gros boulet dans le domaine, dans l'univers de l'horreur. Ça me fait CHR. Et justement pour se faire du bien un peu, on va se raconter une petite anecdote. Ça sera bon, non? Hein? Vous en pensez quoi, les gars? J'en pense que c'est bon. Ben oui, mon Jasmin, c'est toi qui vas parler de l'anecdote cette semaine. Puis après, je pense que Maurice, on va te demander si tu n'as pas des anecdotes juteuses à nous conter quand tu es faire des festivals, des choses comme ça. Excellent. Ben écoutez, les boys, mon anecdote que j'ai pour vous cette semaine, je vais faire ça short and sweet. En fait, là, c'est la première et, dans le fond, les 2 fois que j'ai rencontré... Oh, désolé, j'ai kické mon...
T'as accroché le caméraman. Ma caméra, merci. Donc, les 2 fois que j'ai rencontré... T'es viré! Oui, merci. Les 2 fois que j'ai rencontré Kane Hodder, qui a interprété Jason dans plusieurs Vendredi 13. La première fois, c'était à Horror Hound en 2015. Ceux qui me connaissent savent que je suis une personne très grande. Je mesure quand même 6 pieds 6. Alors, rencontrer Kane Hodder, autant que je me sentais imposé par lui, je pense que quand lui s'est levé pour me serrer la main, il s'est senti un petit peu « Oh my God! » C'est drôle parce que, tu sais, évidemment, aux États-Unis, tout le monde parle anglais, Kane parle anglais. So quand je me suis présenté, je suis comme « Hi, nice to meet you, my name is Jasmine. » Puis il est comme « What? Your name is Jasmine? » Je suis comme « Yes. » Puis il est comme « You have the name of a girl? » Je suis comme « Non, mais oui. » Fait que, tu sais, ceux qui ont eu la chance de rencontrer Kane, je sais pas si vous avez déjà eu la chance de prendre une photo avec, mais il a tendance à nous prendre par le cou. Puis, ce qui est vraiment drôle avec ça, c'est ce que tu sais pas, c'est quand que la personne prend la photo, il serre puis il lève vers le haut. Alors, t'es Tu t'en attends pas. Tu t'en attends pas, t'es vraiment là. À bout de souffle, pratiquement, là, tu t'es accroché par le cou. Ça fait des... Ouais, exactement. Ça laisse J'ai encore des marques, ouais. Exact. Fait que ça fait des photos très mémorables. Deuxième fois, quelques années plus tard, Days of the Dead 2019, je le rencontre. Cette fois-là, il y a CJ Graham aussi, qui est un autre interprète de Jason dans un des Vendredis 13. Puis je décide cette fois-là de me payer un photo-op avec les deux dans leur costume. Vraiment, là, je vais avoir une photo là, qui va me rappeler des souvenirs là, pour des années à venir. Même chose, je me présente au photo-op, je suis en plein centre, les deux y arrivent, Kane me regarde. He's too tall! C'est vraiment, là, c'est ma grandeur le déstabilise, on dirait. Mais ça ne le gêne pas. Il me prend par le collet, il me tire à gauche et à droite. Il veut vraiment s'assurer que je suis tout débousselé. Puis sur ma photo, littéralement, je suis en train de perdre pied, je tombe par en avant. J'ai mon masque de Jason signé par Kane et par CJ Graham. Mais vraiment, là, c'est des moments inoubliables. Puis comme Martin dit, malheureusement, avec la COVID, c'est des choses qu'on n'a plus la chance de vivre présentement, mais que... Ouais, allez, c'est bon, on en a déjà parlé ça. Maintenant, moi, je veux que Maurice il nous raconte une bonne anecdote. Vas-y, Maurice, c'est à toi. Une bonne anecdote. En fait, c'est sûr que j'ai eu la chance, un peu comme Steve et Martin, de rencontrer plusieurs personnes que j'admire beaucoup leurs films et tout ça. Mais je pense peut-être celle qui était le plus inusitée, c'est que j'avais été invité à un festival de Fangoria à New York. Je ne me souviens plus le contexte, mais je pense que c'était peut-être pour slashers, etc. Et on donnait un Lifetime Achievement Award, un prix pour l'ensemble de sa carrière à David Cronenberg. Moi, c'est sûr que j'étais déjà content de le voir puis d'écouter son speech et tout ça. Mais après ça, j'attendais à l'arrière, puis Cronenberg aussi était là. Puis pour une raison X, il fallait qu'il attende pendant 2 heures avant que son lift vienne le chercher ou quelque chose. Puis on a juste papoté pendant 2 heures à l'arrière, juste moi puis lui. Puis c'était comme juste un addon comme ça, mais c'était le fun. Tu sais, c'est sûr que c'est le jeune en moi qui avait vu tous ces films. C'est sûr que tu essaies de ne pas être nerveux, mais je trouve ça bien cool. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, presque beaucoup de réalisateurs là, que j'ai beaucoup admirés. Puis c'est ça. Je ne sais pas si c'est juteuse, hein? Là, mais pas très juteuse, mais c'est ça. Non, mais je te comprends, c'est fou, hein, parce que nous autres, tu sais, on a interviewé je ne sais pas combien tu sais, je vais dire de vedettes, parce que, tu sais, quand on est fan de films d'horreur, puis on rencontre tous les gens qui jouent dans les films qu'on a vus depuis notre enfance. Merci. on arrive devant eux, puis... C'est stressant parce que tu les vois vraiment comme si tu regardais Jasmin à 6 pieds 6. Fait comme, ben ouais, c'est nos vedettes, c'est nos idoles. Ça, je te comprends absolument. Puis David Cronenberg, c'est pas n'importe qui. As-tu eu la chance d'y parler au moins?
Oui, oui, oui. Comme je dis, on était juste moi puis lui, puis on a jasé pendant 2 heures. Tu sais. J'avoue, j'ai pas dit grand-chose. Il est très loquace, et Ah ouais. c'est tant mieux. Moi, j'avais beaucoup à. Tu sais, j'écoutais avec Comme c'est ça, parle. Ah Je peux oui, oui. écouter, Écoute, C'est j'ai comme rien d'autre à Martin. faire, là, tu sais. Pareil, sauf que Martin, il écoute rien. Mais c'est ça, mais c'est vrai que des moments comme ça, c'est tellement le fun. C'est pour ça que nous autres, en fait, ça fait partie d'une des raisons aussi pourquoi on veut faire le show qui va être sur Frisson, parce qu'on veut aller, tu sais, on veut montrer au monde que vous manquez quelque chose quand vous n'allez pas dans des conventions ou pas dans des festivals ou vous n'allez pas vous promener. C'est tellement, au moins un week-end dans une convention, c'est presque mieux qu'une semaine dans le sud, tu sais. Dans le sens que tu t'en vas là puis tu rencontres des célébrités qui, en fin de compte, le soir, ils vont prendre une bière à côté de toi, à la table à côté, puis qu'ils vont jaser avec toi, fait qu'ils n'ont pas une tête enflée ou soit. Non, c'est vraiment un monde, les conventions et les festivals, vraiment, vraiment super intéressant. Mais là, Maurice, je veux revenir, parce que tantôt, Elsa Blard t'a coupé d'une façon très sauvage. On va y taper sur les doigts après le show. Mais tantôt, tu parlais que tu as commencé à faire des recherches pour... Ouais, ben c'est ça. Ce qui est cool, c'est qu'en faisant beaucoup de recherches, j'ai découvert plein de faits historiques qui donnent, en fait, de la viande, si on veut, à ce que la légende de Sonny B n'est pas complètement une légende, et c'est basé sur des vrais faits. Et je les ai trouvés, puis j'ai bien hâte de partager ça avec le monde. Puis, et c'est ça, c'est devenu une fresque de 12 volumes, 1380 pages pour les BD. Et la première BD va sortir au mois d'avril, le 7 avril. Les gens vont pouvoir la commander sur Kickstarter. Elle est toute faite, toute coloriée, arrive de l'imprimeur d'un jour à l'autre. Donc, volume 1 de 110 pages va être disponible à l'achat au mois d'avril. Mais tu parles de mythe. Excuse, vas-y, Jeff. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est toi qui le dessinateur de la BD? Non, malheureusement, c'est pas un de mes talents. J'aurais beaucoup aimé ça. Mais on aurait tout aimé ça, je pense. J'ai engagé des artistes partout dans le monde. Comme le projet est tellement gros, ça demandait beaucoup d'artistes. Ben, c'est sûr, je m'en l'ai dit, 1380 pages, c'est pas moi, je croyais vraiment que tu l'avais dessiné, tu l'avais scénarisé et que tu allais le vendre dans la rue aussi. Je vais le vendre dans la rue et je l'ai écrit, mais je l'ai produit, mais non, je ne l'ai pas dessiné, c'est ça. Cool. Ben, juste par curiosité, il y a eu combien d'artistes d'impliqués? Plus ou moins peut-être une douzaine d'artistes. Ah, mais c'est quand même bon pour le nombre de pages que vous avez. Fait que, là, tu disais qu'au début, ça a commencé que tu voulais faire un comic de 6 pages, c'est ça? Non, c'est une histoire originale qui a inspiré moi et Wes Craven et toi. C'était une histoire de 6 pages. Très court. Mais en fait, pour vous donner un peu l'idée de qu'est-ce qui m'a accroché, tout le monde va penser « Ah, OK, c'est à cause des cannibales, une histoire de cannibales. » En fait, non, c'est que sans rentrer dans des spoilers, n'importe qui lirait la petite courte histoire de 6 pages, c'est que les enfants qui ont grandi avec la famille de cannibales, séparés du reste du monde, pour eux, ils ne savent pas que ce qu'ils font est mal. C'est rien que ça qu'ils ont connu. Pour moi, c'était comme, aïe, c'est comme un culte qui est coupé de la société. Donc, tout ce qui va arriver à ces enfants-là, pour eux, le monde extérieur, c'est les monstres. Parce que moi, c'est tout de suite que c'est ça qui m'a accroché, puis j'ai fait, je vais raconter cette histoire-là du point de vue de l'intérieur de la secte, si on veut, du point de vue d'un des enfants. Donc, c'est ça que tous les autres films qui ont été faits à partir de cette histoire-là, c'est toujours les méchants cannibales qui attaquent les bons, puis t'as juste hâte qu'ils se fassent tuer, puis ça finit là. Puis non seulement que mon histoire va être c'est que mon projet va être la première fois que je traite des vrais faits historiques dans le contexte, dans le vrai contexte du 16e siècle en Écosse, mais ça va être aussi d'un tout autre point de vue
qui n'a jamais été traité de cette façon-là. So, voilà, en gros, c'est ça, l'inspiration que... So, donc, une chance que c'était juste une courte histoire de 6 pages, hein, puisque ça en a fait 1400. Là, si ça avait été un roman, tabarouette. Non, mais dans le c'est fond- quand même le fun. Dans le fond, là, le volume 1 a 100 quelques pages. 110, ouais. Et ensuite, est-ce que tu sais déjà quand est-ce que les autres volumes devraient être disponibles Oui, ben, ou on verra comment ça va aller? Ouais, ben en fait, dans un monde parfait, puis on n'est Mhm. pas malheureusement dans un monde parfait en ce moment, ce que je voulais faire, c'est d'en sortir comme un à chaque saison, donc 4 par année pendant 3 ans. OK. Mais avec tu sais, tout ce qui se passe avec la COVID et tout ça, bon, je sors le premier, les commandes vont être en avril, puis je livre au mois de mai. Après ça, je sais pas, je vais peut-être voir en septembre pour sortir le tome 2, puis on verra après, à la suite de comment ça se passe, mais c'est sûr que j'ai beaucoup de chemin à faire pour récupérer. Tu sais, la BD, c'est moins cher que faire un film, mais quand c'est une grosse BD, ça devient aussi cher. Ça, j'ai beaucoup de sous à ramasser Mais je suis curieux. Ouais. Tu parlais tantôt de 30 Days of Night qui voulaient faire le film, mais qui ont décidé finalement, après un manque de succès, de faire une BD. Toi, là, si ta BD là, est populaire, si tu as la chance de faire le film, tu le ferais-tu? C'est sûr. En fait, c'est plus un film, là, ça serait plus une série télé. Plusieurs saisons, en fait. Ça serait genre 3 saisons de 10 épisodes. C'est vraiment rendu ça. Là. En fait, quand je travaillais depuis des années sur mon projet quand j'ai commencé à écouter Game of Thrones, puis Game of Thrones, non seulement que ça m'a beaucoup rassuré, parce que non seulement que je trouvais ça vraiment hot, mais c'est que beaucoup de gens ont aimé ça, et si tu dis « Ah, ça parle de quoi, Game of Thrones? » Tu dis, le côté qu'on pourrait dire fantastique, les dragons, les zombies de glace, c'est vraiment là un tout petit, c'est une épice, c'est un petit élément. Le reste, c'est beaucoup plus de l'intrigue humaine, politique, de toutes sortes de choses comme ça. Puis mon histoire, l'aspect cannibale est là, mais il y a beaucoup aussi de politique de l'époque et tout ce côté-là. Je me disais, quand je voyais Game of Thrones, je dis, mon projet a peut-être une chance de rejoindre les gens qui ont aimé Game of Thrones. C'est sûr que ça serait un rêve que ça aille jusqu'à là, mais à la différence, c'est que même si ça restait juste la BD, ben c'est cool parce qu'une BD, c'est une œuvre d'art finie. Donc, ça ne sera pas un scénario qui traîne dans mon tiroir, ça va être de quoi qui va sortir dans le monde. Puis même si c'est juste ça, ça va être cool. C'était ça le but. Puis si jamais ça devient autre chose, ben ça serait vraiment une façon de retourner derrière la caméra d'une façon bien cool. Mais je te le souhaite. Bon, du coup, si tu pouvais nous réécrire le dernier épisode de Game of Thrones, ça irait bien, s'il te plaît. Dernier épisode de Dexter aussi. En fait, l'auteur est en train de l'écrire, la vraie. Il est en train de le faire en ce moment. Donc, pour ceux qui vont lire, ils vont l'avoir, la vraie fin. Là. Ça va être le Schneider Cut. le J.R. Martin Cut. Écoute, Maurice, je vais être le premier à sauter sur la BD, mais tu vas devoir me dédicacer, par exemple, quand on va se voir dans le souper de Noël, peut-être l'année prochaine. Souper de Noël. Ouais, tout à fait. Ça. Écoute, merci d'être venu nous rejoindre. Oui, j'espère. Avant qu'on quitte avec Maurice, j'aimerais juste le remercier. Après avoir écouté End of the Line aujourd'hui, ça faisait longtemps, surtout dans le début du film, on n'a pas eu la chance vraiment beaucoup de parler du film en tant que tel, mais l'ayant écouté aujourd'hui, ça faisait longtemps que je n'avais pas sauté comme ça. Une des premières scènes, quand la fille est dans le train, puis elle lève le dessin, puis elle leur baisse, puis là, il y a des démons qui jumpent à elle. J'étais à côté de ma copine, puis je pense que j'ai sauté ça haut dans les airs. Même moi, je suis au fond. Je suis pas quelqu'un qui, normalement, qui a tendance à sauter ou quoi que ce soit durant les films, mais ce jump scare-là et quelques autres durant le film m'ont
m'ont vraiment plu. Alors, merci beaucoup pour ça. Puis en gros aussi, excellent film, super bon. Cool. Ben, merci les gars. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu. Puis c'est ça. Il y a le site aussi, clanofthedevil.com pour ceux qui... Je donne un petit soupçon gratuit de la BD pour ceux qui veulent voir avant d'acheter. Ils peuvent avoir quelques pages de la BD puis pour lire ça. Voilà. On va mettre tous les liens en commentaire. Puis sur la chaîne YouTube, on va avoir notre playlist de l'épisode numéro 4 avec Maurice, puis tous les extraits de Slasher, End of the Line, puis Clan of the Devil aussi vont figurer là-dedans. Donc, écoute, encore merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous. Et je vais laisser le mot de la fin à Elzamblar. Le mot de la fin, pour de vrai, alors ce que je vais faire, mais surtout ce que je vais dire, c'est que la semaine prochaine, si vous n'êtes pas au rendez-vous, franchement, je vais